Voilà. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Je suis content de te retrouver puisqu'effectivement, c'est pas notre premier échange. Nous avons eu un premier échange. J'ai relevé le 17 janvier 2022, pour être précis. Et nous avions intitulé cet échange Les faussaires d'Outreau. À Outreau, j'avais 4 ans et je suis morte. Et puis tu m'as contacté récemment pour me demander si éventuellement on pouvait faire un second échange, que du coup nous avons convenu d'appeler l'affaire d'Outreau fiasco judiciaire ou affaire d'État. Mais en fait, avant d'aborder, je dirais, le fond de cette affaire effectivement tragique, j'avais envie de savoir, pour se remémorer un tout petit peu, pour ceux qui nous écouteront, pourquoi en fait c'est l'intérêt personnel pour cette affaire qui a défrayé la chronique en son temps et que l'on pourrait effectivement penser close maintenant. Donc, pourquoi t'es-tu intéressé en fait à cette histoire tragique? Pourquoi je m'y suis intéressé? Je m'y suis intéressé, je croyais en avoir parlé déjà, mais peu importe. Enfin, c'est quasiment anecdotique. C'était à la suite d'une émission que j'avais vue à la télévision où il était question d'un ancien ministre de la République de Marrakech. Ça avait été, disons, révélé par Luc Ferry. Et à l'époque, ces histoires-là ne m'intéressaient pas particulièrement parce que moi, je n'ai pas été concerné, ni mes enfants, ni personne Hmm. dans mon entourage. Mais c'était le début d'Internet pour moi et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, un ministre de la République pédophile, enfin pédocriminel. Et Luc Ferry disait qu'il le tenait des hautes instances de l'État, à savoir Jean-Pierre Raffarin à l'époque. Et j'ai commencé à mettre un petit peu le doigt dans ces affaires-là. J'ai farfouillé, j'ai vu qu'il y avait eu effectivement une enquête qui avait été faite, qui était assez hypocrite, et j'ai commencé à écrire des choses là-dessus sur mon blog Mediapart, et j'ai Hmm. rencontré Jacques Cuvillier, qui est devenu un ami, et Marie-Christine Grison, qui était experte dans l'affaire d'Outreau. J'ai lu son livre, et là, j'ai commencé à me poser des questions sur la pédocriminalité en général et plus particulièrement sur l'affaire d'Outreau. Et puis un jour, nous avons reçu de manière tout à fait anonyme dans nos boîtes à lettres un disque qui contenait toute l'instruction. C'est Voilà. ça. Toute Mhm. l'instruction de l'affaire, c'est-à-dire des milliers de cotes et 30 000 pages environ, etc. C'est ça. Donc, j'ai commencé à regarder l'instruction. Petit à petit, la retraite est arrivée, donc il y avait de plus en plus de temps. Et je me suis mis à lire tout ce qui avait été écrit sur Outreau, c'est-à-dire plus d'une vingtaine d'ouvrages hein, qui allaient, pour leur grande majorité, toujours dans le même sens, c'est-à-dire le sens de la défense. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais accepté les différents verdicts à l'époque. Je n'étais pas encore là-dedans. J'avais fait comme tout le monde, j'avais cru ce que tout le monde disait. Bon, pourquoi douter, puisque tous les médias le disent, tout le monde le dit, etc., y compris des gens très sérieux. Et quand j'ai comparé la littérature sur Outreau et l'instruction, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça mentait beaucoup, ça mentait absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, surtout sur les aspects évidemment les plus délicats de l'affaire et particulièrement sur le meurtre de cette petite fille à D'accord. la fin des Ouais. années Ouais. 90-99. Et Ouais. c'est là où j'ai commencé à faire ce travail qui est un travail de recoupement en réalité entre l'instruction d'un côté qui pour moi est une sorte de documentation historique, on va dire, parce que bon, l'instruction c'est l'instruction, mais la manière dont l'instruction a été traduite dans la littérature et relayée dans la littérature que j'appelle donc dorénavant la littérature révisionniste, puisque ce sont des gens qui ont utilisé et manipulé ce qui était dans l'instruction pour lui faire dire exactement le contraire. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à y voir clair. On a publié un premier livre avec Jacques Cuvillier qui s'appelle Outreau Angle Mort. Et après, j'ai voulu continuer quand même et m'intéresser particulièrement à un seul pan qui était le meurtre de cette petite fille fin 99, relayé par deux témoignages extrêmement fiables de personnes qui ne s'étaient pas rencontrées. Donc voilà, et là c'est pareil. Alors sur cet aspect-là, je me suis rendu compte aussi que ça mentait beaucoup. Alors si je peux me permettre, tu m'interromps quand tu veux, Oui, hein, bien mais sûr. Non, euh, vas-y. pour moi, si tu veux, aujourd'hui, il y a deux choses qui se sont passées qui sont un peu nouvelles.
pour France Télévisions, qui était une mini-série Mhm. s'appelle L'affaire d'Outreau, que j'ai évidemment regardé attentivement, c'était en janvier 2023, que j'ai décrypté et dont on nous disait que c'était une série qui s'appuyait sur les documents de l'instruction. Et je me suis rendu compte que les procédés étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire on gardait ce qui arrangeait ce qu'on peut appeler la doxa, c'est-à-dire l'histoire officielle, et on enlevait tout ce qui était gênant. Malheureusement, on a fait ça sous le contrôle d'un avocat que je pense assez sérieux, qui s'appelle Gilles Antonovitch, et qui dit qu'il a bien vérifié que tout ce qui était dans la série était sorti de l'instruction. Oui, c'est vrai, ce qui est dans la série est sorti de l'instruction, sauf que tout ce qui était gênant a été enlevé. Donc, c'est encore un mensonge par omission. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et surtout qu'il y a une autre série qui est prévue, semble-t-il, pour septembre, par Netflix, alors dont on ne connaît pas la teneur. Alors, je dirais qu'il y a un autre élément aussi, c'est le procès Lavier. On sait que Franck Lavier a été acquitté, il a été condamné une première fois à Saint-Omer en 2004, acquitté en 2005 et en appel à Paris, et que là, il est accusé de viol carrément par sa fille qui est maintenant majeure, et il devrait passer en procès en septembre. C'est un procès dont l'instruction pour un simple viol, je dirais, a commencé en 2016 et nous sommes en 2023. Donc, on peut considérer qu'il y a une espèce d'embarras. Qu'est-ce qu'on va faire de cette affaire-là? Alors, la troisième chose, j'avais dit deux choses, en fait, il y en a trois, c'est les travaux de la Civise, autour notamment du travail extraordinaire relayé par le coprésident de la Civise, qui est Édouard Durand, qui est un ancien juge pour enfants, et ils font un travail absolument formidable. J'espère que ça continuera. Là, ça continue. Donc, voilà un peu les trois raisons qui font que je me suis permis de dire qu'il y avait encore des choses à raconter sur l'affaire d'Outreau. Est-ce que j'ai répondu à, Oui, à oui, ta mais question? oui, bien sûr, mais je trouve que c'est intéressant, effectivement, en préambule aussi, un petit peu de rappeler quelque part d'où tu parlais, pourquoi effectivement tu t'étais intéressé à cette histoire, même si en partie tu en as déjà parlé dans l'échange précédent, pour ceux qui ne nous ont pas justement déjà écouté. Mais euh, pour qu'on comprenne bien, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire d'Outreau à l'époque, tu définirais comment cette affaire, en fait, euh, pas médiatiquement, parce que médiatiquement, évidemment, quelque part, c'est un petit peu, je dirais, tronqué. Tu l'as dit, c'est pas forcément la réalité qui transparaît à travers ce que les médias en disent, mais par rapport à toi, ce que tu as investigué, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as compris, tes recherches, etc., comment définirais-tu, en fait, cette affaire d'Outreau? C'était quoi Euh, exactement derrière tout ça? Aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai fait tout ce travail, tu peux Oui. pas. Si tu veux, c'est une affaire qui m'est un petit peu passée au-dessus de la tête, une erreur judiciaire qui tombe sur la tête de pauvres gens qui n'avaient jamais rien fait de mal, etc., etc. Moi, j'ai gobé tout ça, comme la majorité des Français, je pense, et peut-être aussi des Belges. Hein. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, plus je creuse, plus je m'aperçois que ça a certainement une importance considérable que ce qu'on veut bien dire. Parce que c'est pour ça que je me suis permis de parler d'affaires d'État. Et il est très possible qu'il y ait des personnalités compromises et il est absolument certain qu'on a voulu éviter les turbulences de ce qui s'était passé en Belgique quelques années auparavant. Hein. C'est le début d'Outreau, c'est le procès d'Outreau. C'est la même époque. Hein. Et je pense que la classe politique belge a eu très peur et je pense que la classe politique française a eu très, très peur que ce genre de choses puisse arriver aussi en France. C'est-à-dire, partant d'une cellule familiale, là, ce n'était pas des enlèvements, c'était un peu différent, mais partant d'une cellule familiale, des viols avec d'autres personnes qui ne sont pas de la famille, des vidéos, etc., qui sont écoulées sur un marché, etc., des voyages en Belgique, la Belgique est toute proche, et donc peut-être des connexions avec la Belgique, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais maintenant, les connexions avec la Belgique me paraissent absolument évidentes, à travers notamment la personnalité d'un journaliste qui, pour moi, est un agent d'influence, qui s'appelle Georges Warcano Hidalgo, qui est belge, qui a travaillé, ou qui travaille encore plus ou moins pour la RTBF, et qui est d'ailleurs à l'origine de la mini-série française sur Outreau. Voilà.
Et tu m'avais envoyé en fait il y a déjà un petit temps maintenant, Jacques, justement un petit mail dans lequel tu reprenais les dysfonctionnements dont précisément on ne parle pas, c'est-à-dire un petit peu l'envers du décor comme souvent. Tu peux nous dire un petit peu justement qu'est-ce qui fait que pour toi c'est pas juste un fiasco judiciaire, mais que c'est justement une affaire d'État. Quels sont les dysfonctionnements que tu as en réalité pointés et que tu souhaites effectivement mettre en exergue? Alors, les dysfonctionnements, les véritables, qui n'ont pas d'ailleurs été examinés par la commission d'enquête parlementaire, qui était censée examiner les dysfonctionnements, elle a plutôt examiné la figure du juge et l'instruction et le travail des experts. Ça, ce n'était pas des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements réels, on ne les a pas vus parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, la règle, c'est quand même que ce dont on ne parle pas n'existe pas. Alors, des dysfonctionnements, il y a c'est l'avocat Hubert Delarue, qui est l'avocat de la défense, qui refilait tranquillement des pièces de l'instruction, durant l'instruction, au journaliste belge de la RTBF, Georges Marcano Hidalgo. Ça, c'est un dysfonctionnement, ça n'a jamais été pointé. Un autre dysfonctionnement, c'est la publication d'ouvrages allant tous de la défense, c'est-à-dire des ouvrages qui prétendaient que les condamnés de Saint-Omer 2004 étaient innocents. Ça, c'est entre Saint-Omer et l'appel. C'est-à-dire, avant l'appel, il y a une pression pour qu'on acquitte des personnes qui avaient été condamnées à Saint-Omer. Je considère que ça aussi, c'est un dysfonctionnement énorme. Il n'y a jamais eu de conséquences. Alors, un autre dysfonctionnement, c'est la tenue de la commission d'enquête parlementaire qui n'aurait pas dû se tenir. C'était anticonstitutionnel puisque deux pans n'avaient pas été jugés. Il y avait Daniel Legrand, minorité, qui n'avait pas été jugé pour sa période de minorité. Ça, c'est interdit de faire une commission d'enquête dans ces conditions-là. Toute l'affaire doit être jugée. Et il y a le meurtre de la petite fille qui était toujours à l'instruction. Donc voilà ce genre de dysfonctionnement. Alors, si tu veux, j'en ai plein d'autres, hein, j'ai des notes, il y en a, J'ai vu, énormément. Alors, j'ai vu on a tu as aussi, listé un tas, oui. pardon, mais oui, on a aussi, par exemple, la contestation de la vérité judiciaire par Dominique Viel, un des acquittés, par Philippe Houillon, qui était le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, qui déclare dans son livre des viols imaginaires quand même. Normalement, tout ça, si nous, on se permet de dire ce genre de choses, c'est-à-dire quelque chose que je ne me permettrai jamais, c'est-à-dire que peut-être on aurait pu, disons, acquitter des gens qui étaient coupables, tu vois, ça, je n'ai pas le droit de le dire, parce que ça serait une contestation de la vérité judiciaire. Or, de l'autre côté, il y a toujours deux poids, deux mesures. De l'autre côté, ils se sont permis de dire absolument tout ce qu'il voulait sans aucun problème, sans aucune conséquence. Voilà les dysfonctionnements. J'en ai noté, et ça sera dans mon livre, j'en ai noté une vingtaine dont on... Mais justement, du coup, tu l'as déjà un petit peu ébauché, mais c'est intéressant de remonter à l'origine des dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à ton sens, a permis à ces dysfonctionnements d'exister, de faire en sorte que vérité judiciaire il y ait. Ce qui a permis à ces dysfonctionnements d'exister sans conséquence, c'est que tout était téléguidé, pour moi, bien entendu, c'est-à-dire que l'affaire était sur des rails. L'affaire était sur des rails. Donc, tu connais, puisque c'est ton métier, tu connais ce qu'on appelle l'opportunité en matière de décision judiciaire. C'est-à-dire, il y a des tas de moments où on a dit en toute opportunité, oui, on devrait faire ça, mais en même temps, vu le contexte, vu la médiatisation d'affaires, par exemple, le fils Legrand qui dit ah ben non, j'ai dénoncé un meurtre, mais en fait, c'est pas vrai. Normalement, il aurait dû avoir des problèmes pour avoir entraîné la justice à faire des recherches, faire venir des pelleteuses pour creuser, etc., etc. Et après, il dit ah ben non, en fait, a dû avoir des problèmes. Il n'y en a pas eu parce qu'on a considéré en toute opportunité. En réalité, en toute opportunité, ça veut dire qu'on fait absolument ce qu'on veut. Ma conclusion, c'est que si tu veux, cette affaire-là était pilotée et que l'indépendance de la justice, là, elle a volé en éclats. Elle a Hmm. volé en éclats. La justice a bien été obligée d'accepter
voilà, ce que le pouvoir politique essayait de manigancer derrière. Ça fait un peu complotif, je sais, mais ça, moi, je m'en fiche. Hein. Bon, Oui, mais du coup, pour essayer d'être un peu plus précis au niveau justement de qui a intérêt à quoi, quels sont ceux qui seraient à l'origine de ce besoin de cacher la vérité? bah, il y a bien entendu d'abord les défenseurs dont notre actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ils étaient 19 à Saint-Omer. Il y a les avocats qui, évidemment, ont tout intérêt à ce que leurs clients soient acquittés. Mais je pense que derrière, il y avait, alors je ne peux pas donner de nom, hein. Je ne sais pas. Je Hmm. ne sais pas, mais le pouvoir politique, c'est Pierre Joxe qui l'a dit à une époque, il a dit que le pouvoir politique était très, très intéressé par cette affaire. C'est une affaire qu'il fallait absolument déminer, c'est-à-dire c'est une affaire qui ne pouvait pas aller jusqu'à la condamnation d'un certain nombre de personnes, parce que ça serait reconnaître l'existence de réseaux dans le nord de la France, peut-être en connexion avec la Belgique, des vidéos qui étaient filmées, qui ont été placées sous scellé. Certaines ont été placées sous scellé, mais elles ont disparu. Je les ai cherchées partout, les vidéos. On en a trouvé, mais on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans, puisque les scellés ont disparu. Parce qu'il y a également un policier qui a eu une attitude pour le moins curieuse. Ça, je développe tout ça dans mon livre. Hein. Donc l'intérêt, il est politique. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pour protéger des pédophiles. Je dirais que c'est pour éviter les mêmes turbulences que celles que la Belgique a connues. Parce que la marche blanche à Bruxelles, à Paris, ça aurait été la marche rouge. Hmm. Ils avaient très chaud. Et c'est pour ça que les renseignements généraux étaient déjà sur le terrain en Belgique. Qu'est-ce qu'ils venaient faire, les renseignements généraux français en Belgique dans ces années-là, avant l'affaire Doutron? Ils commençaient déjà à regarder comment les Belges faisaient pour voilà, bon, comment déminer ce truc-là. Donc, Hmm. je pense que dès le départ, l'affaire a été signalée. Il fallait aussi donner des gages. Il fallait laisser penser que la justice faisait son travail quand même. On n'est pas en dictature, mais c'était piloté. Alors, les intérêts, oui, c'est les intérêts supérieurs, c'est les intérêts de la nation. C'est-à-dire, pour l'équilibre d'un pays, la stabilité des institutions, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que des experts, un jeune juge, des enfants abusés? Bon, tout ça, ça compte pas. Ce qu'il faut, c'est que les institutions restent stables. Voilà, c'est la raison. On peut appeler ça la raison d'État. Mhm. Est-ce que j'ai répondu? Oui, bah donc tu dis en fait quelque part, il y a du coup de fait un système qui est mis en place pour éviter que la vérité judiciaire ne puisse réellement s'exercer, quoi. C'est-à-dire Absolument. on étouffe un petit peu on étouffe le bébé, quoi. Absolument. Absolument. Et moi j'en suis là et j'en suis intimement convaincu. Alors, j'ai des billes, hein, j'ai quand même des munitions. Simplement, c'est dans mon prochain livre et mon prochain livre tarde à Hmm. sortir puisque mon éditeur, disons, tergiverse. Alors, il ne me dit pas que c'est à cause du fond. Il me dit que peut-être c'est un sujet qui, blabla, n'est pas très vendeur et patati et patalotre. Alors qu'on fait encore des séries, qu'il va y avoir Nextclick qui va en faire une, et que quand on veut vendre un livre et quand on veut publier, on fait ce qu'il faut. On fait la promotion qu'il faut. C'est un scandale d'État, c'est quand même pas rien. Je veux dire, hein. Il y a au moins un enfant qui est mort et il y a peut-être bien des criminels qui ont été remis en liberté. C'est bien possible, hein, parce que Franck Lavie est accusé d'avoir violé sa fille, mais il faut savoir que sa fille lui avait été retirée et qu'il l'a récupérée à partir du moment où il a été acquitté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aurait remis cet enfant entre les mains de ses parents et que le père l'aurait ensuite abusé. C'est ça qui serait passé. C'est quand même assez grave. Hein. Et puis, Hmm. ça touche les enfants. Alors, tout ce qui touche les enfants, bon, si vous voulez, si tu veux, moi, c'est le crime absolu. Hein. C'est le mal absolu. Là, on est dans quelque chose d'une importance considérable. Hein. Ouais, Voilà. on Donc, est- il y a des raisons, il y a toute une série de raisons, des raisons morales. Et voilà. Tu avais l'impression aussi, Jacques, que ton livre va peut-être quelque part en désaccord avec une vérité judiciaire qui est censée justement être une vérité et qui n'est pas censée être remise en question.
fût-ce à Oui, travers un livre. oui, c'est clair. Contrairement à d'autres affaires dont, par exemple, je ne sais pas, moi, la mort de Pierre Bérégovoy en France ou Pierre Boulin ou de Grossouvre autrefois à l'époque de Mitterrand, etc. Bon, ça, c'est moi, j'ai des billes. Le problème de l'affaire, c'est un peu le problème qui a pu être rencontré, c'est qu'on a écrit énormément. On a écrit énormément, on a filmé, on a fait des documentaires, on a fait des films, on a fait des fictions, etc. Et on en a fait un peu beaucoup. Ce qui permet de trouver effectivement des contradictions, y compris entre ceux qui mentent. C'est-à-dire, parfois, on a des mensonges qui se contredisent, je dirais, mais qui restent des mensonges. C'est absolument hallucinant. Alors, mais Mm. qui va se farcir ce travail de titanesque qui consiste à tout lire, à tout regarder? Moi, j'ai tout lu, tout regardé. Ça m'a pris des années, des années, des années. Mais bon, pour arriver à dire, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'Édouard Durand de la Civise dirait des propos d'Éric Dupond-Moretti et des autres, à savoir que les enfants sont des petits menteurs. Hein, et Mm. ça, j'aimerais bien qu'on puisse évoquer ça aussi. Hein. Mm. Parce que ça, on y revient quand même. Aujourd'hui, avec la Civise, c'est pas ça. C'est pas ce que dit la Civise. Hein. Alors Jacques, ton livre, il n'en est pas encore édité pour les raisons que tu viens d'un peu expliquer, mais du coup, est-ce que tu as peut-être aussi envie de nous donner à voir ce que ton livre éventuellement pourrait donner comme information qui montrent des dysfonctionnements qui ne sont pas quelque part admis, c'est-à-dire que voilà, on aurait un vérité judiciaire, mais en vérité judiciaire, est-ce que l'on peut effectivement comprendre derrière tout ça? Il peut y avoir effectivement une sorte de gouffre. Donc, ce livre, en fait, pour toi, quel est en d'autres mots le sens que tu lui donnes? En quoi est-ce qu'éventuellement il pourrait vraiment donner un autre éclairage de l'affaire telle qu'elle a été médiatisée, telle qu'elle a été jugée jusqu'aujourd'hui? Alors, c'est peut-être, j'ai bien compris, c'est peut-être très prétentieux de ma part, mais moi, je prétends rétablir la vérité objective, la vérité des faits, comme un journaliste digne de ce nom devrait le faire. Donc, l'instruction a été travestie. Tout ce qui a été dit dans la presse, dans les médias et dans les livres, ce sont des mensonges. Donc, je voudrais simplement rétablir la vérité. Mais rétablir la vérité, c'est compliqué, c'est long, mais en même temps, c'est notre seule arme. La seule arme, c'est de dire vraiment qu'est-ce que c'est que l'affaire Doutreau. Est-ce que c'est un fiasco ou est-ce que c'est autre chose que ça? Pour moi, c'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. C'est à la fois beaucoup plus compliqué, beaucoup plus simple. C'est une affaire qu'on a tenté d'étouffer, mais comme elle était un peu trop avancée, que le jeune juge ainsi que la Chambre de l'instruction faisait son travail et avançait tranquillement, eh ben, après, ça a été la Mm. panique. Donc, moi, ce que je voudrais, oui, en toute modestie, c'est remettre de la vérité là où il y a je dirais, que du mensonge. Et Ouais. quand c'est pas du mensonge, eh ben, ce sont des omissions gravissimes. Alors donc, ça, c'est tout ça est dans mon livre. Tout est, Enfin, je veux dire, les gens à qui je l'ai fait lire comme ça sont tous convaincus. Hein. C'est pas compliqué. C'est un livre qui Oui, parvient à mais convaincre. bon. Non, mais il parvient à convaincre très facilement. Hein. C'est pas compliqué. Hein. J'avais dit dans l'autre vidéo, mais Myriam Badawi Mhm. dit le mur est blanc tel jour. Ben, elle dit le mur est blanc tel jour. C'est marqué dans l'instruction. Mais si à côté de ça, dans la littérature, on nous dit tel jour, le même jour, Myriam Badawi dit le mur est noir, c'est bien que c'est la littérature qui ment. Et pourquoi dire que le mur est noir? Ben parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a des mensonges, il faut trouver quel est l'intérêt du mensonge. On ne ment pas pour le plaisir de mentir. C'est-à-dire le mensonge va toujours, en l'occurrence ici, toujours dans la même direction. Hein, qui est de laisser entendre que on accuse des pauvres gens qui n'ont rien fait, etc., etc., etc. Sans compter que certaines personnes sont passées aussi à travers les mailles du filet. Je pense à un certain médecin, une certaine infirmière, etc., qui n'ont pas eu d'ennui. Hein. Mm. Voilà, c'est tout ça. C'est un travail, oui, technique, mais bon, je pense que n'importe qui peut lire ça. Moi, je le fais lire à des Oui, gens qui n'ont pas oui, bien sûr, de mais bon, connaissances juridiques. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. C'est de la ouais. littérature comparée, quoi, on peut dire. Mhm. C'est Oui, mon métier.
C'est ça. Mais tu dis, bon, en toute modestie, mais en même temps, revenir sur une vérité judiciaire, c'est pas forcément évident. Et du coup, peut-être que, je te posais quand même la question que tu as déjà abordée, mais peut-être même plus approfondie. Quelles sont en fait les sources concrètement sur lesquelles tu te fondes pour effectivement remettre, entre guillemets, quelque part, une vérité judiciaire en question au travers de ton livre? J'imagine qu'il y a forcément un livre sourcé pour essayer évidemment de démontrer qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais du coup, quelles sont ces sources qui permettent de manière objective et suffisamment sûre de se dire, oui, effectivement, il y a eu dysfonctionnement et ton livre, du coup, quand il sera publié, je l'espère, tient effectivement la route. Alors, je me fonde sur tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire aussi bien l'instruction que ensuite le rapport officiel de la commission d'enquête parlementaire, le rapport de l'inspection générale des services judiciaires, le compte-rendu du Conseil supérieur de la magistrature, etc. Donc, tout ça, ce sont des documents officiels. Alors, moi, je ne suis pas capable de juger ce que disent les documents officiels. Par contre, je les ai comparés à chaque fois à ce qui était traduit dans les médias et dans la littérature. Ça, Hmm. c'est le travail que j'ai fait. Et ça colle jamais. Mais ça colle absolument jamais. Alors, j'ai trouvé quelques perles. Par exemple, ce journaliste Georges Warcano Hidalgo, que je peux citer, qui travaille à l'RTBF. Moi, j'ai des contacts avec des journalistes de la RTBF aussi, quand même. Hein. J'ai aussi des contacts. Ou avec d'anciens gendarmes belges. Bon, j'ai aussi des contacts quand même, il ne faut pas exagérer. Georges Warcano Hidalgo qui déclare gentiment qu'il est allé voir était en prison. C'est lui qui avait parlé du meurtre d'une petite fille, etc. Et Georges Warcano Hidalgo qui se rapproche de la sœur de Daniel pour lui demander de demander un parloir, hein, pour aller voir son frère et demander à son frère de revenir sur son témoignage. Et il le dit carrément. Attention, là, il a fait une déclaration en disant j'ai assisté à un meurtre. Et Georges Warcano Hidalgo, ce journaliste-là, demande aux témoins de revenir sur son témoignage. Alors moi, j'appelle ça subornation de témoin. Alors on me dit, mais non, c'est un peu exagéré. Ben non, et il le dit carrément. C'est-à-dire que Warcano Hidalgo, pour moi, est un type qui est complètement protégé, qui ne risque absolument rien. Hmm. Donc voilà, comme j'ai travaillé comme ça, c'est technique. Hein. Voilà ce que j'ai fait. On espère du coup quand même que ton livre finira par trouver son éditeur et qu'effectivement il va être publié parce que c'est quand même un travail en amont extrêmement important. Donc j'imagine que tu en parles avec l'éditeur et que de fait tu as perdu, j'ai envie de dire, tout espoir de publication. J'ai un éditeur qui, là, tergiverse, hein, un éditeur parisien qui tergiverse. Donc, du coup, je lui dis, bon, bah, écoute, parce que je le connais, je lui dis, écoute, je comprends, parce qu'il dit, ça va pas se prendre, gna, 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 gna. Il craint peut-être autre chose, je sais rien, bon. C'est pas très porteur pour lui. Donc, j'ai contacté d'autres éditeurs, j'attends des réponses. Je sais qu'ils vont pas se précipiter, hein. En général, ça intéresse personne. Donc, sinon, bah, je ferai comme les livres précédents, c'est-à-dire je les publierai euh, par moi-même. En Le auto-édition, problème, ouais. c'est qu'il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de promotion, il faut que j'aille dans les salons du livre, etc., Ouais. etc. Enfin, c'est un travail de fou. C'est épuisant, bien sûr. J'aurais préféré que ce soit publié par une grande maison d'édition parisienne. Oui, oui, c'est clair, mais c'est pas fait. Oui, ben On verra. il faut aussi que l'éditeur, évidemment, n'ait pas crainte quelque part d'action judiciaire par rapport aux propos tenus dans ton livre. Hein. C'est tout le problème aussi. Il y a pas que est-ce que c'est intéressant médiatiquement, est-ce que c'est porteur, vendeur. Il y a aussi Hum. est-ce que ce qui est dit quelque part n'est pas diffamant par rapport à une vérité C'est judiciaire ça, qui a déjà été c'est ça, tranchée, c'est quoi. ça. Absolument. Bah, de toute façon, un avocat l'a lu. Moi, j'ai gratté, j'ai supprimé quelques bricoles. Par exemple, notamment, je parle d'un avocat français que je ne vais pas citer ici, mais que je citais dans la première version de mon livre. On dit, oh, oh là là, surtout, non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Donc, je ne dirai pas qui c'est, mais Hmm. attention, alors j'ai été obligé là, de faire machine arrière, c'est pas mon genre, mais bon, je me suis dit, aïe, 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 si ce gars-là apparaît dans mon livre, dans cette affaire-là, c'est un ancien, enfin, je peux dire au moins que c'était un des avocats de Pierre Berger.
le regretté Pierre Berger. Voilà. Mais à côté de ça, Hmm. c'est compliqué, hein, parce qu'on ne sait pas qui joue quoi, quel rôle, etc. Moi, j'ai trouvé aussi beaucoup de connivence parmi ceux qui avaient écrit, si je peux me permettre d'en parler, parce que ça, je n'en avais pas parlé la première fois. Mhm. C'est de me. J'étais en relation avec quelqu'un qui écrit aussi sur l'affaire et qui me dit, oh, quand même, qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas dire que les journalistes ou ceux qui ont écrit sur Routreau se sont concertés, c'est pas possible, j'y crois pas. Ça, c'est du complotisme. Alors, je suis allé voir si les gens qui avaient écrit sur Routreau pouvaient se connaître les uns les autres. Alors, on sait qu'il y en a deux qui se connaissent très bien, c'est Éric Dupond-Moretti, notre actuel ministre de la Justice, et Stéphane Durand-Soufflant, qui est le chroniqueur judiciaire du Figaro à l'époque. Ils se connaissent très bien, ils sont amis, ils écrivent ensemble. Bon, voilà, ils se connaissent. Donc, ça, c'est un secret de polichinelle. Bon. Mais il y en a d'autres, effectivement. Je suis allé voir et je me suis rendu compte que certains avocats qui avaient écrit un livre, en fait, étaient copains avec Jean-Louis Pelletier. Jean-Louis Pelletier, c'était un peu le mentor de Dupond-Moretti, et patati et patalote. Alors, tout est comme ça. Hein. Ou alors, Yuki Vatier, qui a écrit avec les Legrand un livre aussi, était copine avec Christophe Ondelat avec Dominique Rizet, etc., qui lui-même est un gendarme. Enfin, bon. Travaille sur toutes ces affaires, parce qu'en France, un peu ce que faisait Arcano Hidalgo ce sont des journalistes qui traitent les affaires criminelles. Hein, voilà, pour le grand public. Alors là, tout est possible. On peut raconter tout ce qu'on veut. Le grand public ne peut pas vérifier. Donc, j'ai C'est sûr. trouvé effectivement des relations, en tout cas des connivences, y compris avec un psychiatre qui a fait beaucoup de dégâts, qui s'est fait connaître lui aussi comme Dupond-Moretti à partir de l'affaire Dutroux et qui défend ce qu'Édouard Durand appelle les, les théories anti-victimaires, c'est-à-dire le fameux SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Donc tout ça, souterrainement, hein, par derrière, les gens, c'est pas vrai qu'ils se connaissent pas. Si, ils se connaissent, ils se connaissent. Certains travaillent dans les mêmes journaux, etc. etc. Alors, il y a pu avoir des personnes qui ont écrit par intérêt financier, c'est-à-dire des commandes, des travaux de commandes. Tu vas nous écrire un bouquin là-dessus, tu es un jeune journaliste, allez, on te donne tous les documents et puis tu te débrouilles. Et puis voilà, on fait comme ça, quoi. La Et- morale est complètement absente de cette affaire-là. Mais la hmm. morale, ça compte pas. Là, on est en politique. On est en politique. C'est la stabilité des institutions, c'est protéger la raison d'État et c'est peut-être même protéger des personnalités qui pourraient être compromises dans ces affaires-là. Donc là, on rigole pas. On rigole pas. On a mis le paquet quand même, hein, sur l'affaire Dutroux. Je veux dire, il n'y a pas eu autant de livres. La seule affaire où il y a eu plus de livres que Dutroux, c'est l'affaire Dreyfus. Et ça, on peut calculer l'importance d'une affaire à partir des ouvrages et des travaux qui sont publiés. Hein. Oui, mais Là, ce qui est toujours embarrassant, évidemment, de se dire que quelque part, il y a tant d'ouvrages qui paraissent durant même un procès, parce que c'est forcément de nature à influencer, évidemment, entre autres le jury, et puis les médias qui vont renforcer quelque part euh, tout ce qui a pu être dit à travers ces livres à décharge, justement. c'est ça. Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est ce qu'on appelle parfois l'ombre portée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'image de l'affaire, l'image telle qu'elle avait été présentée au public par tout le monde, c'était son ombre portée. Et l'ombre portée de l'affaire ne montrait pas le même profil de l'affaire. Mais le grand public a été protégé de cette réalité-là. Il fallait pas le savoir. Ça, c'est à peu près clair. Et l'ombre portée, c'est justement toute cette vingtaine de dysfonctionnements, tous plus ou moins graves, qui l'entourent et dont on parle pas. Voilà. Voilà. Hmm. Mais le problème, c'est que quelque part, j'ai envie de dire plus général, est-ce que le grand public a envie de savoir quand justement ce qu'il devrait savoir et qui est caché est aussi porteur de tellement de peur? Je veux dire, quand on ne sait pas, quelque part, on vit paisible. Quand on sait, c'est plus inquiétant et du coup, ne pas savoir, c'est confortable aussi. C'est ça. Et c'est pour ça que j'évoque aussi le côté, disons, psychologie des foules, hein, c'est-à-dire le déni et la protection que le déni peut apporter.
Édouard Durand en a parlé il y a pas longtemps. Il dit que ce qui protège la pédocriminalité, et particulièrement l'inceste, puisque la plupart du temps, c'est quand même les statistiques nous montrent ce que c'est au sein du milieu familial d'abord. Hein. C'est Et donc tu disais? je ne sais plus, mais je disais, oui, je disais que bon, la Civis a constaté, je ne sais pas, le dernier rapport date de juin de cette année, et c'est absolument édifiant parce qu'ils ont même chiffré le coût, on va dire, le coût économique des violences et des agressions sexuelles sur les enfants, c'est 10 milliards par an. Hein, c'est-à-dire aussi bien les soins que les coûts de justice, etc., etc. Même s'il y a peu de condamnés, c'est absolument énorme. Alors, le chiffre, il est de 160 000 agressions sexuelles par an. Les gens qui sont venus témoigner sont des adultes. Ils ont leur vie brisée. C'est poignant. Il faut lire ça. Alors, heureusement, Édouard Durand, qui est quelqu'un de très bien, apparaît à la radio et à la télévision. Heureusement, hein, parce que je ne vois pas comment on ferait. Et lui, il dit exactement le contraire de ce qu'ont dit les avocats d'Outreau et ce qu'a dit la mini-série, c'est-à-dire il faut écouter les enfants quand ils parlent d'agression sexuelle, d'une part. D'autre part, il faut savoir que la plupart du temps, les enfants n'en parlent pas. Parce que au sein du milieu familial, pour un enfant, l'interdit n'est pas complètement, comment dirais-je, intégré. Si papa fait ça, il dit oui, mais bon, c'est le petit secret, etc. L'enfant ne sait pas. Donc, ça peut durer très longtemps. Alors, un enfant peut mettre 20 ans ou 30 ans à s'exprimer. Et parfois, il ne s'exprime pas. Alors, donc, il s'exprime adulte. La commission a rencontré, qui formait de professionnels, a rencontré des milliers et des milliers de gens, qui sont des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, qui ont raconté ce que c'était que d'avoir subi des quand on est enfant, c'est-à-dire ce sont des vies brisées. Et moi, ça me fend le cœur. Je me dis, c'est pas possible. On donne des leçons au monde entier qui est ce fléau, que c'est un Ouais. véritable 60 000 par an. C'est-à-dire, il y a 5 millions et demi de Françaises et de Français qui ont été abusés. Oui, c'est 1 ça. sur 10, nous dit Oui, Édouard Durand. oui. La commission dit 1 sur 10. Oui, C'est c'est énorme. absolument gigantesque. C'est un C'est fléau, hein. C'est un énorme. fléau social qui devrait être traité politiquement, mais qui ne l'est pas vraiment. Parce que les préconisations, est-ce qu'elles vont être suivies? Édouard Durand dit il faut écouter tous les enfants. Tous les enfants. Et il dit non, un enfant ne ment pas. Il dit exactement le contraire de ce que dit le ministre de la Justice actuel, qui se garde bien de parler du travail d'Édouard Durand d'ailleurs, hein, évidemment, parce que là, il est en porte-à-faux. Hein, Mm. les enfants de trop, c'est tous des petits menteurs. Et même la série, j'ai regardé à nouveau cette épouvantable série, qui se termine, la scène finale. Enfin, je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'aimerais bien Vas-y, lire vas-y. la scène finale de la série. Donc, c'est la série de France Télévisions qui se termine là-dessus. C'est un peu la morale. Donc, il y a des enfants qui sont incarnés par des comédiens et qui viennent devant la présidente, ça c'est au moment de l'appel en 2005 à Paris, qui les interroge. Alors la présidente dit à un enfant, est-ce que l'abbé Viel t'a fait des manières? L'enfant répond, je ne m'en souviens plus. La présidente lui dit, si tu ne t'en souviens plus, c'est peut-être que cela n'a pas eu lieu. Et l'enfant répond, oui, peut-être, c'est authentique hein, ce que je dis. Hein. La présidente, tu sais que tu peux changer d'avis parce qu'il avait, en première instance, il avait accusé l'abbé Viel. Tu es grand et personne ne te dira rien ici. L'enfant répond, oui, en fait, ils ne m'ont rien fait. C'est juste parce que tout le monde le disait à l'école. Voilà. Un autre enfant, c'est pas fini, un autre enfant qui dit non, j'ai menti, j'ai tout inventé. La présidente lui dit mais pourquoi tu as dit ça? Eh ben, c'était pour faire comme les copains à l'école. Et la présidente qui termine. Alors ça, ce sont des comédiens, bien entendu. Ça ne s'est pas passé comme ça, hein, parce que ça, Mhm. c'était pendant les débats hein, de Paris, donc on n'a pas, ça n'a pas été filmé. Et la présidente qui dit, et maintenant que tu reconnais que tu as menti, tu te sens mieux, hein? Alors voilà ce qu'on nous sert encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut parler d'un effet Outreau qui est encore dévastateur. C'est-à-dire que
Il y a eu quand même beaucoup de réactions, comme celle d'Andrea Bescon, etc., la réalisatrice, Mm. qui a dit quand même, tout le monde a été acquitté, mais enfin, il y a bien des enfants qui ont été violés, des associations qui ont un peu râlé en disant, mais attendez, là, cette série, elle sert à quoi? Elle sert à nous resservir les plans en disant, regardez, un enfant, ça ment, et c'est dangereux, et ça envoie des pauvres gens en prison, etc. Mais c'est terrifiant, quoi. Je veux dire, ça fait 20 ans, la France a pris un retard considérable. On doit écouter les enfants qui parlent d'abus sexuels. Et Édouard Durand a raison, et c'est beaucoup trop grave. Mm. Voilà, bon, ça, je voulais quand même le signaler. C'est une Oui, ben série écoute, épouvantable, qui est très bien faite, hein, qui est très bien faite. et en même temps, sur le plan psychologique, on sait très bien en fait ce que c'est aussi maintenant justement le syndrome post-traumatique, quoi. Je veux dire, il y a peu d'enfants effectivement qui mentent, comme il y a peu d'adultes ou de femmes qui effectivement mentent par rapport aux agressions sexuelles subies. On se vante pas en fait d'une agression sexuelle a priori, on en a honte et on a tellement honte qu'on l'a refoulée en soi et que du coup en parler un jour, ça peut prendre effectivement des plombs. Donc Absolument. a priori Mm. effectivement, parce que quelque part, quand ne pas écouter la parole d'un enfant ou d'un adulte qui ose enfin s'exprimer pour la première fois, parfois pendant des dizaines d'années plus tard, c'est justement le renvoyer une deuxième fois, c'est une double peine, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour moi que les gens qui ont témoigné devant la Civis ou les adultes qui témoignent devant la Civis disent mais c'est pas uniquement pour moi, c'est pour la Oui, oui, suite, c'est oui. pour Et il aujourd'hui. faut un courage immense, en fait. Il faut un courage immense et moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça parce que bon, mais, euh, voilà. Alors quand il y a des gens courageux comme ça, et puis d'autres en face qui disent oui, les enfants, ça ment. Enfin, ça a été quand même le leitmotiv de l'affaire menteur et des pauvres gens. On sait que c'est pas vrai, quoi. Mais je pense que ça correspond à ce qu'on a, à ce que le grand public avait un petit peu envie d'entendre, tellement ces choses-là sont épouvantables. Donc le déni protecteur a joué à plein régime. Oui, c'est C'est ça. clair. Mais pour moi, c'est une affaire qui a été, le traitement de l'affaire a été piloté pas tout de suite, mais après, oui, ça a été piloté. Et encore aujourd'hui, pourquoi 20 ans après, on nous resserre une mini-série ou trop, alors que un des acquittés qui s'appelle l'huissier Alain Maréco disait il y a 20 ans, je ne veux plus entendre parler de cette affaire, vous ne me reverrez plus. Sauf qu'à chaque fois, on le revoit tous les 10 ans, on va dire. Mais pourquoi remettre, vouloir absolument serrer les boulons tout le temps? Moi, je pensais qu'ils n'en parleraient plus. Eh ben non, on continue à en reparler pour une raison que j'ignore, peut-être parce qu'il y a Netflix qui va faire autre chose. Moi, je ne sais pas ce que Netflix prépare. Il travaille, soi-disant. C'est une affaire, on va avoir du mal à connaître la vérité. C'est un tremblement de terre. Mais oui, oui, oui. Et parce que justement, Jacques, comme à chaque fois, quand il y a un scandale, évidemment, le premier réflexe, c'est de l'étouffer à tous les étages. C'est pas de faire la vérité, Hum, évidemment. Le premier réflexe, c'est hum. d'étouffer, que la réputation de chacun soit préservée. C'est pas du tout évident de mettre au clair en disant on s'est trompé, on a failli, et on va faire un mea culpa et faire une enquête, j'ai envie de dire, digne de ce nom, en disant la vérité. Je veux dire, le premier réflexe, évidemment, c'est de cacher la vérité, c'est pas de la mettre sur la place publique. Absolument. Voilà, donc c'est c'est pas un peu tout ce que j'ai fait. Là, je suis allé vite, je suis allé à l'essentiel, mais je pense que là, oui, j'ai trouvé des réponses que je mets à la disposition des futurs lecteurs, si j'en ai. Enfin, Ouais. mais je le souhaite. C'est pas pour faire un succès, mais Mm. c'est parce que je souhaite que la vérité soit connue par le citoyen. Le citoyen a été trompé quand même gravement. Le travail des véritables journalistes, c'est un peu le travail qu'on fait, c'est-à-dire de dire ce que les élus, ce que nos représentants décident euh, par-dessus nos têtes ou derrière nous. Un peu, alors peut-être dans l'intérêt du pays, mais alors bon, qu'ils le disent, hein, quand même. On Mm. nous cache, comme on dit, on nous cache tout, on nous dit rien. Quoi. Mais malheureusement, c'est vrai. C'est Mm. vrai. Et Ouais.
beaucoup, enfin c'est très séduisant parce qu'on joue, on connaît les procédés de la désinformation, on les connaît par cœur, on va jouer sur l'émotion, on va mélanger du vrai et du faux, on va balancer des fausses infos, des vraies infos, voilà, etc. Enfin, on connaît ça absolument par cœur, on se souvient de ce qui s'est passé aux États-Unis au moment où il a fallu, on parlait des armes de destruction massive, etc. En Irak, tout ça a été bidon, quoi. Mais bah oui, mais ça marche. C'est pas parce que c'est vrai que ça marche. Ça peut être faux et puis marcher très, très bien. La propagande le fait parfaitement. On a quand même beaucoup de métiers, mais évidemment, tout ça n'est réservé qu'aux affaires les plus graves. C'est pour ça que je dis que c'est une affaire grave parce que ça réunit à peu près toutes les composantes que ce soit les techniques de désinformation, la littérature, les films, etc. Et donc la propagande montre que l'affaire a une importance considérable. Sinon, on l'aurait traité autrement. On l'aurait Ouais. traité par le prix en disant on va oublier. Pourquoi on nous ressort encore ça 20 ans après? Donc, il y a quelque chose de gros derrière, à mon avis. Ça, j'en suis sûr. Mais comme souvent, en fait, plus on est ignorant de la réalité, plus évidemment on est malléable et manipulable aussi. Du coup, c'est ça qui est C'est terrible. ça. C'est-à-dire, quelque part, on ne peut soi-même, quand on n'est pas dans un dossier, que se fier aux médias. Mais si les médias, évidemment, ne font pas leur travail correctement parce qu'ils ont des intérêts personnels qui nous dépassent et que l'on ne voit pas, du coup, on peut se laisser effectivement complètement influencer par une information qui n'est pas objective, quoi. C'est un problème. Hum. Bah, concernant les médias, moi, je ne sais pas, mais bon, il y a des gens, effectivement, des journalistes qui étaient dans la confidence, qui étaient dans le coup, qui savaient très bien ce qui se faisait. D'autres ont un peu, parce que ça se copie beaucoup, donc puisque tout le monde disait ça, si Le Monde ou Le Figaro dit ça, bon, ça doit être sérieux. Et même des fois, c'était l'AFP qui a balancé des infos qui étaient bidons, mais sans le savoir, évidemment, parce ils se font manipuler aussi, quoi. C'est un peu terrible. Alors, donc, on ne sait plus après où est la Hmm. vérité. La Ben oui. vérité, bah, elle est à chercher dans les recoupants, c'est-à-dire de faire un véritable travail de journaliste, c'est-à-dire on recoupe, on croise ses sources, mais ça demande aujourd'hui n'a pas forcément le temps de faire tout ce travail. Donc, il va s'appuyer sur les autres, sur des sources qu'il n'a pas vérifiées, etc. Mais bon, voilà, cette fois, il faut tout recouper, tout vérifier. C'est un travail de journaliste que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas tout seul, on est plusieurs à travailler. Oui, je veux préciser que je ne suis pas tout seul. On est Hmm. plusieurs à travailler. Voilà. Parce que tout seul, non. Non, il vaut mieux C'est du effectivement bilan. Les chevaliers blancs, ça n'existe pas. il vaut mieux des collaborateurs pour un On dossier pareil. travaille ensemble, on se refile des informations, on discute, etc., etc., etc. C'est Voilà. Bon, je pense important. avoir à peu près fait le tour là. D'accord, mais écoute, si tu me dis que tu as fait le tour, alors Jacques, on peut effectivement en rester là. Sinon, je te laisse évidemment un dernier mot si tu estimes qu'il y a quelque chose d'important à dire par rapport à ce premier échange en janvier 2022, je l'ai dit, et le jour d'aujourd'hui où les choses, effectivement, les éléments d'information ont pu évoluer. Bah, je dirais que là, on parle beaucoup en France du réchauffement climatique, enfin de tous ces problèmes d'écologie, la planète en danger, etc. C'est tout à fait juste. Mais quand il s'agit d'enfants, pour moi, c'est un peu le même combat, hein. Hmm. Si on se bat pour protéger la Terre, c'est aussi pour nos enfants et nos petits. Moi, j'ai des petits-enfants, c'est aussi pour eux. Bien Alors, si on sûr. n'est pas capable de protéger aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de protéger les enfants aujourd'hui que de sauver la Terre, hein. Ça, c'est facile, hein. On peut y arriver, hein. On peut y arriver, mais il faut mettre des moyens. Il faudrait demander à notre ministre de mettre des moyens vraiment là-dedans pour que Édouard Durand dise bah, carrément interroger les enfants. Alors on peut passer par l'école, on peut passer par tout ce qu'on veut. Il faut poser la question aux enfants. Tout le monde est gentil avec toi, personne ne t'a fait du mal, etc., etc. Enfin voilà, c'est tout bête, hein. On ne va pas demander s'il a été violé, évidemment, mais le faire systématiquement pour prévenir. Parce que si on n'est pas capable de prévenir, bah, après c'est la catastrophe. Bon, moi, c'est une grande cause et je pense d'ailleurs que les crimes sur enfants devraient être imprescriptibles parce qu'on sait que les 20 ans, maintenant, c'est 30 ans. Des fois, au bout de 30 ans, ça commence tout juste à sortir. S'il y a une amnésie traumatique, Bien sûr.
Il faudra que ça soit imprescriptible. Pour moi, j'irais, ce serait mon dernier mot. Je dirais que les crimes sur enfants, ce sont des crimes contre l'humanité. Mhm. Hein. Ben Faut pas oui, tourner autour du pot. Ce sont des crimes c'est... contre l'humanité. Donc, ils doivent être imprescriptibles. Donc, je pense que je vais demander ça à notre ministre de la Mhm. Justice. D'accord, Joël. Voilà. Eh bien, écoute, Les derniers mots. c'est un beau mot pour la fin, du coup, effectivement, et je te remercie pour ce nouvel échange et je te dis à bientôt. Merci à toi. On reste en contact. Merci. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Salut, Pascal. Salut.